Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre rendez-vous d'information ici, en Provence-Alpes, au sommaire de cette édition. Des hôpitaux marseillais en surchauffe, plus de 30 degrés dans des chambres ou des salles de consultation en raison de panne de climatisation. Patients et personnels de santé dénoncent des conditions d'accueil ou de travail insupportables. Cette année, le Festival d'Avignon et le Off coïncident au niveau des dates. Ils débutent demain. Nous évoquerons la parade du Off qui vient tout juste de se terminer, mais aussi les derniers préparatifs pour les comédiens et metteurs en scène. Rencontre aussi avec Philippe Torreton qui joue dans La Folle Journée ou Le Mariage de Figaro. La 64e édition du mondial La Marseillaise à pétanque, ce sera à partir de dimanche, la plus prestigieuse des compétitions pour les boulistes. Enfin, à la une de l'actualité nationale, un rapport de Bercy préconise de cesser les réductions fiscales quand les contribuables effectuent des dons aux associations. Cela permettrait de faire des économies de 450 millions d'euros pour l'État. 14 départements sont encore aujourd'hui en alerte orange canicule. Notre région est bien sûr concernée par ces températures très élevées. Plusieurs hôpitaux de Marseille rencontrent des problèmes de climatisation parfois récurrents et particulièrement pénibles pour les patients et le personnel. Reportage de Gilles Amar et Arnaud Delair. Attention, cette première soirée de vacances scolaires, fermeture exceptionnelle de l'autoroute A7 à partir de minuit ce soir et jusqu'à dimanche midi, de la gare Saint-Charles au Pen Mirabeau et dans les deux sens de circulation. La raison, la démolition de 2 passerelles piétonnes très vétustes. Toutes les informations à ce sujet sont à lire sur notre site internet. Départ en vacances assombri pour des centaines de milliers de passagers qui devaient prendre l'avion. L'appel à la grève des contrôleurs aériens lancé hier se poursuit aujourd'hui. Le trafic reste fortement perturbé dans la plupart des aéroports de France. La moitié des vols a été annulée à Paris ou Nice et celui de Marseille est lui aussi concerné. Jules Boudier, Valérie Bourg. Dans les Bouches-du-Rhône, les assistantes sociales et assistants sociaux dans les établissements scolaires ont manifesté ce matin devant la direction départementale de l'éducation nationale à Marseille. Ils protestent contre une nouvelle répartition des postes dans le département, ce qui dégraderait la qualité de leur mission de suivi et d'accompagnement des élèves. Parmi leurs revendications, l'abandon de ce projet de répartition, la mise en place d'un travail de concertation et des recrutements massifs pour compenser notamment les départs à la retraite. La volonté affichée, c'est de couvrir tous les établissements scolaires de la présence d'une assistante sociale, ce à quoi nous ne sommes pas opposés, mais à moyen constant, c'est-à-dire qu'il manque au moins une bonne vingtaine de postes pour pouvoir justement travailler dans les meilleures conditions possibles et couvrir dans tous les établissements scolaires. Donc aujourd'hui, la majeure partie des collègues qui sont présentes, c'est des collègues qui se voient attribuer un collège, un lycée ou un lycée professionnel en plus de leur secteur déjà très lourd et donc de réduire leur temps de présence dans les établissements. Autre grève, celle des éboueurs à Arles. Après 5 jours de mobilisation, ils ont voté la reprise du travail à partir de demain. Un choix de responsabilité par respect pour les habitants du territoire et les grands événements culturels prévus, affirme le syndicat CGT Arles-Cros-Camargue-Montagnette. L'inauguration du musée Fragonard est prévue dimanche et les rencontres de la photographie commenceront lundi. Toutefois, le préavis de grève n'est pas levé. La CGT exige du maire Patrick de Carolis qu'il ouvre des négociations pour améliorer les conditions de travail. 740 places supplémentaires dans la prison des Baumettes. Le bâtiment Baumette 3 prévu en novembre est censé atténuer la surpopulation carcérale. Mais des voix au sein de la justice s'élèvent pour alerter contre une extension mal équipée et déjà menacée de surpopulation. Jules Boudier, Valérie Bourg. 3 ans de travaux pour sortir de terre le 3e bâtiment des Baumettes. Pendant sa construction, il est attendu comme la solution pour désengorger la prison. La réinsertion ne peut se faire que si les conditions de détention sont des conditions dignes. Mais à quelques mois de son ouverture, des voix dénoncent un manque de préparation, sous-effectif des surveillants, surpopulation déjà annoncée, des inquiétudes exprimées par des salariés de l'administration pénitentiaire, mais aussi par des magistrats et des avocats réunis aujourd'hui autour d'une table ronde dédiée à l'incarcération.
On sait déjà d'avance que cette prison elle sera surpeuplée avec un doublement des cellules. C'est déjà prévu structurellement avec des prises mises en haut des lits, en haut des murs pour mettre en place des lits superposés. Donc les lits superposés sont arrivés. Et en fait, il y aura toutes les prisons surpeuplées de la région et même en dehors de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille, des détenus qui vont arriver. Donc en fait, le problème ne sera pas réglé. Il y aura un accès beaucoup moindre au travail, aux activités, à la scolarité dans ce bâtiment où il n'y a rien qui est prévu pour le moment. La surpopulation carcérale serait-elle une fatalité? Le cas des Baumettes 3 est l'occasion de réfléchir à ce phénomène que la construction de nouvelles prisons ne semble pas réussir à endiguer. Et la solution, elle n'est pas dans l'ouverture ou la construction d'établissements pénitentiaires. Plus on construit de prisons, plus on les remplit. La solution, elle est dans réfléchir à qu'est-ce qu'on punit, comment on punit, et comment est-ce qu'on produit de l'alternative qui est beaucoup plus favorable en matière de prévention de la récidive. Les syndicats des avocats, de la magistrature et la CGT pénitentiaire demandent un report de l'ouverture des Baumettes 3. Depuis le début de l'année, les Baumettes 2 ont enregistré des pics d'occupation à 203%. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, était sur la base navale de Toulon. Ce matin, il a visité et inauguré le bassin Missiessy numéro 2 qui a été rénové afin de permettre l'accueil des nouveaux sous-marins nucléaires d'attaque de type Suffren. Ces sous-marins étant 2 fois plus gros que ceux qu'ils remplacent, les infrastructures n'étaient plus dimensionnées pour les accueillir. La 64e édition du mondial La Marseillaise à pétanque débutera dimanche dans les allées du Parc Borelli. 15 000 participants, un record, et les meilleurs joueurs seront de la partie. Parmi eux, Marco Foio et Michael Bonetto. Ils participaient hier au Trophée des Alpilles dans les arènes de Saint-Étienne-du-Gré. Reportage de Michel Aliaga et Alban Poidevin. Un rendez-vous ici, Provence-Alpes-Côte d'Azur sur France 3 que nos équipes vous feront vivre du 6 au 9 juillet avec plus de 20 heures de sport en direct à la télévision et sur le numérique. Décidément, une bien mauvaise passe pour le FC Martigues. Après sa saison ratée en Ligue 2, le club vient d'être exclu des compétitions nationales par la DNCG, le gendarme financier du foot français. Ni documents ni préfinancement de la saison n'ont été assurés. Sauf renversement de situation, le club devrait retrouver le niveau régional, une première depuis 55 ans. De nombreux joueurs de hockey sur glace profitent de l'été pour troquer leur crosse contre un club de golf. C'est sur ce constat que s'est appuyé Laurent Belay, ancien journaliste sportif et joueur des Rapaces de Gap, pour créer le Swing des Rapaces, un tournoi dont les recettes sont reversées aux jeunes joueurs du club Haut-Alpin. Reportage de Fabien Madigou et Lucie Roubert. Place maintenant à l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Premier week-end des vacances d'été, d'importantes perturbations sont à prévoir sur l'ensemble des grands axes du pays. Samedi classé rouge par bison futé au niveau national. Le gouvernement de François Bayrou cherche toujours à réaliser 40 milliards d'économies. Et cette fois-ci, ce sont les dons qui sont dans le viseur de Bercy. L'administration préconise de raboter les réductions fiscales. Cela rapporterait plus de 450 millions d'euros dans les caisses de l'État au détriment des associations et des ménages. Les explications de David Boéry, Pierre-Yves Salic et Alexandre Dupont. Faire un don à une association caritative ou pour la recherche médicale. Chaque année, plus de 5,5 millions de foyers donnent plus de 3,5 milliards d'euros. Une générosité qui donne droit à une déduction d'impôt. Aujourd'hui, elle est d'au moins 66%. Quand vous donnez 100 euros, vous n'en payez en réalité que 33. Le reste est déduit de vos impôts. Si avec moins de réduction d'impôt, pour moi, j'arrêterai de donner, si vous voulez. J'arrêterai de donner carrément. Ça m'agace qu'une fois de plus, on veut nous prélever un peu plus d'impôts. Car pour faire des économies, un rapport de l'Inspection générale des finances suggère de baisser le plafond de déduction fiscale. Aujourd'hui, c'est au maximum 20% des revenus. Il pourrait être limité à 2 000 euros par an, un coup de rabot qui inquiète les associations. La Fondation du logement a fait ses comptes. Ce serait une baisse de 10% de notre capacité à construire du logement très social, à proposer des lieux d'accueil pour les personnes sans domicile, rénover des logements, sécuriser des logements pour des personnes en grande pauvreté. Donc, de toute façon, la répercussion, elle serait immédiate. L'État pourrait ainsi récupérer 360 millions d'euros par an. C'est moins d'1% des 40 milliards d'économies à réaliser l'an prochain. Pour cet économiste, c'est une hausse d'impôts qui ne dit pas son nom. C'est une augmentation
mécanique des impôts et des prélèvements. C'est-à-dire que du coup, vous avez moins d'avantages fiscaux, donc vous payez plus d'impôts sur le revenu. Et donc, au fond, c'est la fiscalité qui va augmenter. Donc, c'est vrai qu'on le met dans la case dépenses publiques, mais en réalité, ça revient plus ou moins à augmenter les impôts. Autre piste d'économie, réformer le mécénat d'entreprise, aujourd'hui très favorable aux plus grands groupes. L'État pourrait ainsi récupérer plus de 500 millions d'euros par an. Les résultats du baccalauréat pour les 720 000 lycéens ont été publiés aujourd'hui. Le taux de réussite provisoire avant la session de rattrapage est de 85,75%, un taux en très légère hausse par rapport à l'année dernière. Vous pouvez retrouver les noms des bacheliers grâce au QR code qui s'affiche sur votre écran. La Grèce et la Turquie face à de violents incendies. 5000 personnes ont été évacuées sur l'île de Crète et près d'Athènes. 2 personnes sont mortes dans la province d'Izmir en Turquie. L'Ukraine, de nouveau visée par une attaque de drones russes, la plus massive depuis le début de la guerre. Plusieurs zones stratégiques ont été prises pour cible. La capitale Kiev, mais aussi les régions de Dnipro, Soumy et Kharkiv. Au total, ce sont près de 550 engins qui ont été lancés en direction du territoire ukrainien. Cette attaque a fait au moins 23 blessés. Coup d'envoi demain du Tour de France. La grande boucle partira de Lille. Cette 112e édition se déroulera entièrement sur le territoire français. Arrivée à Paris le dimanche 27 juillet, après 3338 km d'efforts. Reportage sur l'ambiance à la veille du départ avec Grégory Naboulet, Jules Longchamp et Benjamin Poulain. Pédaler comme les champions et porter les mêmes couleurs que le peloton. À moins de 24 heures du grand départ, dans les rues de Lille, c'est la foule des grands tours. De toute façon, le Tour de France attire beaucoup de monde, c'est mondial, donc c'est un événement pour nous. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu le Tour de France à Lille et on sent que la ville, elle est dynamique. Le Nord annonce la couleur. La plupart des hôtels de la région affichent complet. Et les petits souvenirs du Tour s'arrachent alors même que la course n'a pas encore commencé. Ici, on parle de fierté. Il y a un peu de frisson, il y a les poils qui dressent un peu. Même si je ne fais pas de vélo, pour tout vous dire, je suis quand même dans l'ambiance. Et justement, hier soir, Lille a fait grand place aux coureurs du Tour. Ils sont 184 au départ cette année. Les ch'tis étaient des milliers à les acclamer. C'est une super fête populaire, c'est génial, c'est familial, tout le monde est content d'être là. On espérait une ambiance folle, comme ça on n'est pas déçus. Et celui qui fait le plus vibrer les cordes vocales, c'est lui. C'est Julien Alaphilippe. Julien Alaphilippe, absent l'an dernier, ne se lasse jamais de l'ambiance Tour de France. Elle est bouillante, ça fait chaud au cœur, franchement. Ça m'avait manqué. C'est incroyable, j'ai l'impression de revivre un peu l'ambiance des JO, un public qui est chaud. Hein. Demain, ils s'élanceront sur les routes du Tour, 3338 km jusqu'à Paris, accompagnés pendant 3 semaines par plus de 10 millions de spectateurs. Mon petit-fils veut faire le Tour de France, mais le suivre. Alors comme on est en camping-car, on va faire le Tour de France. Première étape demain, 185 km autour de Lille. Les sprinteurs devraient y trouver leur bonheur. Ce reportage vient de nous parvenir en Italie. Une explosion spectaculaire s'est produite ce matin dans une station-service de Rome. Au moins 30 personnes ont été blessées, dont 9 membres des forces de l'ordre. Selon les premières informations des pompiers, une pompe s'est détachée du réservoir de carburant pendant une opération de réapprovisionnement. Paul-Luc Monnier. L'incendie fait rage depuis déjà plusieurs minutes, lorsque soudain, une puissante explosion. Scène de panique, les riverains fuient les lieux précipitamment. Il est 8 h ce matin. Rome est secouée par des détonations, au moins 2 consécutives selon les témoins. Dans le ciel de la capitale italienne, une immense colonne de fumée s'élève, visible à des kilomètres. Voici à quoi ressemblait la station-service avant l'explosion. Tout est désormais détruit, soufflé sur plusieurs dizaines de mètres aux alentours. Dans la zone se trouvait une école maternelle et un complexe sportif. Heureusement que la piscine n'était pas encore ouverte et que tout était fermé et que les enfants n'étaient pas arrivés. La zone ressemble à une scène de guerre, avec des arbres et des véhicules carbonisés. Ici, un bout du toit de la station-service, il a volé à 300 mètres.
On a vu une boule de feu arriver sur nous. J'ai pensé qu'une voiture avait explosé. Des fragments de métal volaient en l'air. J'ai été légèrement blessée à la jambe. De la chambre où j'étais, je me suis retrouvée à l'autre bout de l'appartement. Ça a été un déplacement d'air assez fou. La maison est pleine de verre. On déplore au moins 45 blessés, des policiers, des pompiers et des automobilistes. L'occupant de cette voiture a été grièvement brûlé. Une déflagration telle que toutes les vitres des immeubles ont volé en éclats. Cette riveraine était dans sa cuisine. Elle n'a plus de fenêtre. Les débris sont arrivés jusque-là. Tout a explosé. On a ramassé le verre par terre. Ça aurait pu être bien pire. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de l'explosion. Retour en Provence-Alpes, direction Aubagne, où jusqu'à dimanche se déroulent les Nuits Flamencas. Le festival entièrement gratuit fête son 10e anniversaire et malgré la chaleur, l'énergie est bien au rendez-vous. On retrouve sur place Valérie Smadja. Et oui, n'en doutez pas Claire, car nous avons assisté au ballon cet après-midi. Et quelle énergie, quelle émotion pour cette 10e édition des Nuits Flamencas, dont le parrain est, comme chaque année, Juan Carmona, qui est mon invité ce soir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, nous sommes seuls, mais dans quelques instants, il y aura sur cette scène, avec vous, une 60aine de musiciens. Qui sont-ils, ces musiciens? Ni plus ni moins que l'Orchestre de l'Opéra de Lyon. L'Orchestre national de l'Opéra de Lyon. On écoute un extrait, on en reparle avec vous. Comment s'est formée cette collaboration? En fait, j'ai eu la chance, il y a quelques années, dans les années 2000, je suis parti au Maroc et j'ai rencontré le chef d'orchestre du roi du Maroc. Et comme le flamenco est une tradition orale, c'est-à-dire que moi je ne sais ni lire ni écrire le solfège. Et en fait, avec Rachid Regragui, qui est le directeur artistique de l'orchestre du roi du Maroc, on a pu écrire cette composition que j'ai faite. Et grâce à ça, j'ai pu tourner dans le monde entier la Sinfonia Flamenca. Et donc, c'est comme ça que vous avez rencontré l'Orchestre national de Lyon? Et petit à petit, j'ai rencontré tous les orchestres. J'ai rencontré le Bolshoi, j'ai rencontré Sydney, j'ai joué aux États-Unis, j'ai joué un peu dans tous les pays, et bien sûr en France. Et j'ai rencontré, bien sûr, l'Orchestre de l'Opéra de Lyon, et c'était vraiment un plaisir, quoi. Alors, comme vous l'avez dit, Claire, eh bien, c'est la 10e édition de ces Nuits Flamencas, mais c'est aussi les 40 ans de carrière de Juan Carmona. Juan, comment votre art, finalement, a évolué en 40 ans? En fait, je crois qu'il a évolué dans le sens où j'ai énormément voyagé et j'ai énormément rencontré des musiciens. Et grâce à ça, je crois que ma musique, elle a toujours été flamenca parce que je ne sais vraiment faire que du flamenco. Mais j'ai eu la chance de côtoyer des gens du monde du jazz, du monde de la musique classique, de la chanson. Avec Catherine Lara, on avait monté un projet autour de Léo Ferré. Et je suis quelque part un curieux de la musique. Et ma musique, elle a évolué, j'ai envie de dire, en musique du monde quelque part, avec toutes ces rencontres. Le flamenco, ça vient d'Andalousie, mais maintenant c'est présent partout dans le monde entier. Est-ce qu'il y a plusieurs flamencos? Non, mais est-ce que le flamenco est universel? Est-ce qu'il se joue pareil dans tous les pays? Oui, en fait, le flamenco est extrêmement codifié. Et quand on connaît ses codes, on peut se permettre de jouer justement tous ces rythmes-là qui sont la soleá, l'alegría, la bulería, d'accord? Mais effectivement, c'est extrêmement codifié et il faut connaître ces codes-là. Merci beaucoup, Juan. Alors, je rappelle que ce soir, magnifique concert avec l'Orchestre national de l'Opéra de Lyon. Demain, ce sera de la danse. Après-demain, initiation au flamenco et je compte bien vous y voir, Claire. Et puis, il y a aussi 2 autres dates. Ce sera le 11 juillet à Aix-en-Provence, le 9 août à Marseille pour l'été marseillais. Là, ce sera quel style de flamenco? Non, ça sera sans orchestre. Ça sera ma formation. Les musiciens qui seront ce soir devant avec la danseuse. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci. Et peut-être à ce soir, Claire. Merci. On verra. On reste dans l'univers culturel. J-1 avant l'ouverture du Festival Off d'Avignon. Le Festival Off, c'est 1700 spectacles à découvrir dans les 140 théâtres de la ville. Une grande fête du spectacle vivant. La parade de lancement vient de se terminer. Frédéric Dott et Frédéric Roche vous font partager l'ambiance. La parade, c'est un peu comme si on vous servait le café gourmand
À l'apéro, un petit aperçu de tout, comme ça, pour nous mettre l'eau à la bouche. Les artistes profitent d'un public qui leur est tout acquis pour faire leur premier show. Ce qui est génial, c'est qu'il y a tous les pays du monde, et donc on parle chinois, anglais, ukrainien, égyptien, donc ça c'est terrible. Ce qui est rigolo, c'est d'être avec tout le monde, avec toute l'énergie du festival, et après de se retrouver tous dans nos salles respectives. Des rues noires de monde et un concert de couleurs où s'entremêlent des milliers d'artistes et spectateurs. La parade est un rendez-vous unique au monde qui donne le top départ à 27 000 représentations en juillet. Un petit antidote à la crise du financement public du spectacle vivant. Le festival, c'est oui, d'abord une fête, et on se bat avec Laurent et toute l'équipe d'Avignon Festival et compagnie pour que ça le demeure, malgré effectivement un contexte aujourd'hui pour la filière du spectacle vivant qui est très très préoccupant. Vous avez des milliers d'artistes qui paradent dans les rues avec des milliers de personnes qui les regardent. Donc c'est une espèce d'énorme fête. Alors c'est pas un carnaval, hein, parce que ça y ressemble un peu. Un peu beaucoup même. Dans le défilé, c'est à qui sera le plus déjanté pour capter l'attention aujourd'hui afin d'assurer le remplissage des salles dès demain. Pour éviter toute confusion, je suis une marguerite. Merci. Est-ce que vous voulez un flyer comestible? C'est tout nouveau, ça vient de sortir, ça sort du four. C'est votre anniversaire aujourd'hui, la parade c'est pour vous. C'est mon cadeau. Toute cette activité humaine, cet amour, cet art-là, c'est mon cadeau. C'est mon cadeau de 19 ans. Vous l'avez compris, la température monte encore dans les rues d'Avignon ce soir, qui n'avaient pas besoin de ça. Heureusement, demain, les théâtres, pour la plupart, seront climatisés. Et les comédiens et metteurs en scène croulent sous les derniers détails à régler. Illustration avec Philippe Torreton qui incarne Figaro dans La folle journée ou Le mariage de Figaro sur les planches de la Scala. Reportage de Frédéric Dott et Frédéric Roche. La magie d'Avignon, c'est ça, le hasard d'une rencontre entre deux monstres sacrés, Torreton, Ascaride, le creuset du théâtre international à quelques heures de bouillonner. C'est une folie théâtrale de plusieurs semaines, et ça qui est vraiment unique au monde. Il y a des gros festivals de théâtre ailleurs, celui d'Édimbourg notamment, mais je crois qu'il n'est pas aussi gros que celui-ci. Donc c'est quand même assez touchant quand on le prend de ce point de vue-là, que pendant 3 semaines, des milliers de gens se rassemblent. Une belle histoire que Philippe Torreton s'apprête à écrire dans Les habits de Figaro. Le valet de Beaumarchais offre à l'acteur sa 3e participation au festival. Pour la metteur en scène, c'était comme une évidence. Créer une pièce dans cette fête du théâtre, c'est comme, je sais pas, j'ai l'impression d'être dans une grande fête, et nous on est une salle où l'ambiance c'est le mariage de Figaro, c'est notre salle à nous. Encore quelques heures, un marathon pour les 7 comédiens et autant de techniciens de la Scala pour ne rien laisser au hasard. Les intonations, les pointures de chaussures, les scotches de positionnement. Là on teste la première fois les changements de décor. Et donc on voit tout ce qui est à caler et tout ce qui doit être mis en place dans la bonne manière, dans le bon ordre. Tiens-toi seulement hors de sa vue. Je me charge de l'apaiser après la fête. Proposer le meilleur aux 20 000 spectateurs attendus dans le mois, rien n'est jamais acquis, même après 35 ans de carrière. C'est bien pédant. Il y a toujours ce trac de se dire, voilà, comment ça va être reçu, est-ce que les gens vont se marrer, est-ce que ça va leur plaire, est-ce qu'ils vont venir en foule. Ce qui est bon signe, c'est quand on, pour moi, vu ma fenêtre, c'est quand on s'impatiente qu'il y ait des gens. C'est toujours bon signe. La folle journée ou le mariage de Figaro, tous les soirs, sauf le lundi. La cérémonie adoptée, la petite... Jusqu'au 14 septembre, Marseille vibre au rythme des animations de l'été marseillais. 10 concerts et spectacles gratuits en face de l'hôtel de ville. La Horde, Imuvrini, Camélia Jordana, Attic, du rail, du rap, de l'électro sur une scène flottante au cœur du Vieux-Port. Fin de cette édition, merci de votre attention. Retrouvez dans quelques instants tout le sport suivi du feuilleton ainsi Grand Soleil et du divertissement Paris en chanson réalisée par Mireille Dumas. Bonne soirée à tous et à demain. Retrouvez toute l'actualité de votre région sur paca.france3.fr et sur l'application ici.